Je suis Sabrina, j'ai 32 ans, et il y a 3 semaines, mon père m'a traité de raté devant 50 personnes lors de sa fête de la fête des pères. Il ne l'a pas chuchoté. Il ne m'a pas pris à part. Il s'est tenu en bout d'une table en acajou valant plus que mon salaire annuel, a levé son verre en cristal de Château Margaux, et a annoncé à chaque parent, partenaire commercial, et journaliste de Forbes présent, je suis fier de tous mes enfants, sauf de l'échec assis à cette table. Tout le monde a ri. Mon frère a applaudi. Ma belle-mère a souri comme si elle avait attendu ce moment depuis 27 ans. Mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai marché vers mon père, et j'ai placé une enveloppe blanche sur son assiette. Pour toi, papa. Joyeuse fête des pères. Puis je suis parti. Quand il a ouvert cette enveloppe, son cri a résonné à travers tout le manoir. Avant de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 mois plus tôt, le jour où tante Ruth m'a tendu une boîte en bois que ma mère avait gardée cachée pendant 27 ans. Le domaine Prescott s'étend sur 5 hectares à Brookline, Massachusetts. 4 étages d'architecture géorgienne, des portails en fer forgé, et une allée bordée de cyprès italiens importés. Forbes l'a présenté 2 fois. Architectural Digest a appelé cela une élégance discrète. Moi, j'appelais ça une prison avec un très bon aménagement paysager. Mon père, Victor Prescott, a construit son empire immobilier à partir de rien. Ou du moins, c'est ce qu'il raconte à tout le monde lors des galas de charité. La vérité est plus désordonnée, impliquant les terres de la famille de ma mère et des relations qu'il préférerait oublier. Mais c'est une histoire pour plus tard. En grandissant, j'ai vite appris où je me situais dans la hiérarchie Prescott. Au sommet, Marcus, mon frère aîné de 35 ans, préparé depuis sa naissance à hériter du trône. Il conduit une Porsche 911 Turbo S et n'a jamais porté la même cravate 2 fois. L'enfant chéri de papa, l'image miroir de papa. En dessous de lui, Clarissa, ma demi-sœur cadette de 27 ans, fille de ma belle-mère Elena, directrice marketing chez Prescott Holdings, un titre qu'elle a gagné simplement en existant. Elle poste ses sacs Hermès sur Instagram et appelle cela du personal branding. Et puis il y a moi, Sabrina, l'institutrice d'école publique. Celle qui conduit une Honda Civic de 10 ans et achète ses robes chez Nordstrom Rack. Celle qui a choisi d'aider les enfants plutôt que de faire de l'argent, ce qui, dans le langage Prescott, se traduit par déception complète et absolue. Chaque fois que je visite le domaine, je gare ma voiture au coin de la rue, derrière la cabane du jardinier. Non pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais parce que la seule fois où je me suis garé dans l'allée circulaire, Marcus a ri si fort qu'il s'est étouffé avec son expresso. « Tu es venu en Uber dans ce truc ?» avait-il demandé. « Où est-ce une location ? S'il te plaît, dis-moi que c'est une location. » Ce n'était pas une location. C'était la seule chose que je possédais en propre, et j'en étais fier. Mais dans cette maison, la fierté ne signifiait rien à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une étiquette de prix. L'invitation est arrivée 3 semaines avant la fête des pères, livrée non pas par courrier, mais par Elena elle-même via un appel vidéo. Ma belle-mère est apparue à l'écran portant une veste Chanel crème et son bracelet Love de Cartier emblématique, celui que Victor lui avait offert pour leur 10e anniversaire. Son sourire était parfait, exercé, le genre de sourire qui vous donnait l'impression d'être interviewé plutôt qu'invité. Sabrina, chérie, a-t-elle roucoulé. J'espère que je n'interromps pas ton travail. La pause avant au travail était délibérée. Elle l'était toujours. Pas du tout, Elena. Quoi de neuf? Eh bien, comme tu le sais, ton père reçoit le prix de l'homme d'affaires de l'année de la Chambre de commerce de Boston. Nous organisons une célébration au domaine. Très intime, juste la famille et quelques associés proches. Elle a fait une pause, laissant le poids du mot intime s'installer. Naturellement, nous avons besoin de toi là-bas. Naturellement. Pas envie, besoin. La presse sera présente, a-t-elle continué, ajustant une mèche de cheveux invisible. Forbes envoie un photographe. Il est important que nous présentions un front familial unifié. Ah, voilà. Je n'étais pas invité parce que je leur manquais. J'étais invité parce qu'une chaise vide soulèverait des questions. Sabrina Prescott, la fille absente. Ce serait un gros titre. Sabrina Prescott,
se tenant tranquillement à l'arrière-plan pendant que son père collectionnait un autre trophée. C'était juste du décor. Bien sûr, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Je serai là. Merveilleux. Son sourire s'est élargi, mais ses yeux sont restés froids. Oh, et Sabrina, essaie de t'habiller de manière appropriée. La réputation de ton père est en jeu. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, me souvenant de toutes les autres fois où Elena m'avait rappelé de m'habiller de manière appropriée, de parler de manière appropriée, d'exister de manière appropriée. Elle ne m'invitait pas à une fête. Elle me convoquait pour jouer un rôle. Je devrais expliquer pourquoi je continuais à y retourner. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné la première place au concours de rédaction de mon école. Le sujet était mon héros. Et j'ai écrit sur ma mère. Comment elle avait l'habitude de me faire la lecture tous les soirs. Comment elle sentait le jasmin et les vieux livres. Comment elle me disait que j'étais son plus grand cadeau. Ma mère était morte depuis 5 ans à ce moment-là. Mais écrire sur elle la rendait proche à nouveau. J'ai couru à la maison en serrant ce certificat comme s'il était fait d'or. Père était dans son bureau en train de revoir des contrats. J'ai fait irruption par la porte, à bout de souffle. Papa, j'ai gagné. Première place de toute l'école. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. L'écriture, a-t-il dit. Et combien d'argent l'écriture rapporte-t-elle, Sabrina? Je suis resté là, le certificat flétrissant dans mes mains. Je ne sais pas. Je pensais juste. Marcus, a-t-il crié, a marqué 2 buts dans son match de football aujourd'hui. C'est le genre de réussite qui compte. Travail d'équipe, compétition, victoire. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. 13 ans, et portant déjà le sourire suffisant qu'il allait perfectionner au cours des 2 décennies suivantes. Ouais, petite sœur. Peut-être que tu devrais t'en tenir aux encouragements depuis la ligne de touche. Cette nuit-là, j'ai déchiré mon certificat et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Mais je me souviens d'une chose clairement. Ma grand-mère, la mère de Victor, m'a trouvé après. Elle était la seule présence chaleureuse dans cette maison froide. Elle m'a tiré dans ses bras et a chuchoté quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Tu ressembles tellement à ta mère, ma chérie. Tellement à Eleanor. Elle l'a dit comme un secret, comme une prière. Je ne savais pas alors pourquoi ces mots portaient un tel poids. Je comprends maintenant. Si le domaine Prescott était une prison, le cottage de tante Ruth dans le Vermont en était l'opposé. Ruth Bennett était la sœur cadette de ma mère. Le seul lien vivant que j'avais avec Eleanor Manning, la femme qui m'avait donné naissance et qui était morte quand j'avais 5 ans. Alors que les Prescott vivaient dans le marbre et l'acajou, Ruth vivait dans une petite ferme entourée d'érables et de tours de livres d'occasion. Elle avait été bibliothécaire pendant 30 ans. Son idée du luxe était une nouvelle langue de lecture. Je l'aimais férocement. Chaque anniversaire, sans faute, Ruth m'envoyait une carte manuscrite. Pas un texto, pas un email, une vraie carte avec des fleurs pressées de son jardin et des mots qui me faisaient sentir vue. Joyeux anniversaire à ma nièce préférée. Ta mère serait si fière de la femme que tu deviens. Elle était la seule personne qui prononçait le nom de ma mère à voix haute. Nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines. Moi me plaignant de l'administration scolaire, elle recommandant des romans obscurs dont je n'avais jamais entendu parler. Nos conversations étaient faciles, sans complications, rien à voir avec les mines terrestres verbales des dîners de famille Prescott. Mais il y avait toujours quelque chose que Ruth retenait. Une hésitation dans sa voix quand je mentionnais Victor. Une déviation prudente quand je posais des questions sur le passé de ma mère. Un jour, elle disait, quand tu seras prête, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qu'Eleanor voulait que tu aies. Prête pour quoi, demandai-je. Tu sauras. Je n'ai jamais insisté. Ruth n'était pas du genre à retenir des choses sans raison. Et une partie de moi, je pense, avait peur de ce que je pourrais trouver. Mais cette peur était sur le point de devenir non pertinente, car 2 mois avant la fête des pères, j'ai conduit jusqu'au Vermont pour les vacances de printemps, et Ruth a finalement décidé que j'étais prête. Mais d'abord, laissez-moi vous parler des dîners du vendredi. Chaque semaine, sans exception, la famille Prescott se réunissait autour d'une table à manger en chaîne de 20 places, importée d'un certain château en France. Crystal Waterford,
bougies trempées, vin qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Cela aurait dû sembler élégant. Au lieu de cela, cela ressemblait à une évaluation de performance. Le rituel était toujours le même. Victor s'asseyait en bout de table, faisant tourner son vin comme un juge se préparant à rendre des verdicts. Elena se perchait à côté de lui, posture parfaite, surveillant le comportement de chacun comme un faucon en haute couture. Et puis l'interrogatoire commençait. « Marcus », a dit Victor lors du dernier dîner avant mon voyage dans le Vermont. « Parle-moi de l'affaire Henderson. » Marcus s'est redressé, se lissant les plumes. « Conclu hier. 5,2 millions. Ils ont essayé de nous faire une offre basse, mais j'ai tenu bon. C'est mon garçon. » Victor a levé son verre. « À Marcus. À Marcus. » La table a fait écho. « Clarissa. Comment avance le rebranding ? » En avance sur le calendrier. Clarissa a rejeté ses cheveux en arrière. La nouvelle campagne se lance le mois prochain. Marketing Weekly veut nous présenter. Excellent. À Clarissa. À Clarissa. Puis la table est tombée dans le silence. Le regard de Victor a glissé vers moi. Sabrina, a-t-il dit, prononçant mon nom comme si c'était une corvée. Quelque chose à signaler ? J'ai posé ma fourchette. En fait, oui. Une de mes élèves, une fille issue d'un milieu difficile, vient d'être acceptée à l'université de Boston avec une bourse complète. Je lui donne des cours particuliers depuis 2 ans. Je m'attendais à quelque chose, un signe de tête, une reconnaissance polie. Au lieu de cela, Marcus a reniflé. Et qu'est-ce que tu en retires ? Une carte cadeau ? Victor n'a même pas souri. Donc, rien qui ne profite à cette famille, comme d'habitude. Elena lui a tapoté le bras. Ne sois pas trop dur avec elle, chérie. Certaines personnes ne sont simplement pas faites pour le succès. J'ai serré ma serviette sous la table et je n'ai rien dit, parce que c'est ce pourquoi j'avais été entraîné. Après le dîner ce soir-là, je me suis excusé pour aller aux toilettes, les toilettes des invités au premier étage, naturellement, puisqu'Elena avait clairement indiqué il y a des années que les salles de bain familiales étaient réservées à la famille réelle. Je passais devant la véranda quand j'ai entendu sa voix. Elena était au téléphone, dos à la porte. Elle ne m'avait pas remarqué. Honnêtement, Patricia, c'est épuisant de faire semblant de la tolérer chaque semaine. Une pause, un rire. Non, elle ne soupçonne rien. Elle est trop désespérée pour l'approbation de papa pour voir ce qui est juste devant son nez. Je me suis figé. Le plan est simple, a continué Elena. Victor meurt d'envie de lui couper les vivres complètement. Il a juste besoin d'une raison publique. Quelque chose qui l'a fait passer pour le problème. Une fois qu'elle se sera suffisamment embarrassée, elle partira d'elle-même. Pas de confrontation désordonnée. Pas de dispute d'héritage. Juste partie. Mon cœur battait dans mes oreilles. L'événement de la fête des pères est parfait. Tous ces gens qui regardent, toute cette pression. Si Victor pousse assez fort, elle craquera, et alors nous serons enfin débarrassés d'elle. J'ai pressé mon dos contre le mur, respirant à peine. Puis le plancher a grincé sous mon pied. Elena s'est retournée. Nos yeux se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Alarme, calcul, récupération. Puis elle a souri. Douce comme de la soie. Patricia, je te rappelle. Elle a rangé son téléphone. Sabrina, je ne t'avais pas entendu là. Je discutais juste d'un problème de personnel à l'entreprise. Ça avait l'air sérieux, ai-je réussi à dire. Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. Son sourire s'est aiguisé. File maintenant. Je suis sûr que tu as des copies à corriger, ou quoi que ce soit que tu fasses. Elle est passée devant moi, laissant une traînée de Chanel numéro 5 et quelque chose de bien plus toxique. Je suis resté dans ce couloir pendant un long moment, les mots d'Elena résonnant dans mon crâne. Il ne faisait pas que me rejeter. Il planifiait mon expulsion. Le trajet jusqu'au Vermont a duré 4 heures, mais il a semblé plus long. La voix d'Elena continuait de repasser dans mon esprit. Une fois qu'elle se sera suffisamment embarrassée, elle partira d'elle-même. Était-ce vers cela que 32 ans avaient tendu ?
Une humiliation publique conçue pour me faire disparaître. Au moment où je suis entré dans l'allée de gravier de Ruth, le soleil se couchait derrière les montagnes. Son cottage brillait d'une lueur chaude et dorée, de la fumée s'enroulant depuis la cheminée. Elle attendait sur le porche avec 2 tasses de thé. « Tu as l'air de porter quelque chose de lourd », a-t-elle dit, m'enveloppant dans une étreinte. « Tu n'as pas idée. » Nous nous sommes assises près de la cheminée ce soir-là, entourés de livres et de l'odeur de la fumée de bois. Ruth a écouté alors que je lui racontais tout, les dîners du vendredi, l'appel téléphonique d'Elena, le sentiment constant d'être une étrangère dans ma propre famille. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Sabrina », a-t-elle finalement dit, « il y a quelque chose que je dois te montrer. » Elle s'est levée et a marché vers un vieux coffre en cèdre dans le coin de la pièce, un que j'avais vu 100 fois mais sur lequel je n'avais jamais pensé à poser de questions. Elle a soulevé le couvercle et a retiré une boîte en bois, patinée par l'âge, sculptée de fleurs délicates. « Ceci appartenait à ta mère. » Mon souffle s'est coupé. « Éléanore me l'a donné avant de mourir », a continué Ruth, sa voix épaisse. « Elle m'a fait promettre de la garder en sécurité, de te la donner quand tu serais prête. » Prête pourquoi ? Ruth a pressé la boîte dans mes mains. Pour la vérité. À l'intérieur, j'ai trouvé des photographies de ma mère jeune femme, rayonnante, riant, pleine d'une vie que je n'avais jamais vue. Sous elle reposait un journal en cuir, ses pages jaunies et fragiles. Et tout au fond, une enveloppe scellée. Elle était adressée de l'écriture de ma mère, pour Sabrina, quand elle sera assez forte. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe, a dit Ruth doucement. Éléanore ne me l'a jamais dit, mais elle était insistante. Elle a dit qu'un jour tu en aurais besoin. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains tremblantes, sentant son poids comme une pierre. 27 ans de secret, scellés dans du papier et du silence. Je n'étais pas sûr d'être prête, mais je commençais à réaliser que je n'avais peut-être pas le choix. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je l'ai remise dans la boîte et je suis rentré à Boston avec elle posée sur mon siège passager, comme une bombe à retardement. À chaque feu rouge, chaque embouteillage, je lui jetais un coup d'œil et me demandais ce que ma mère avait été si désespérée de me dire. Mais la vie, comme elle le fait, est intervenue. La semaine avant la fête des pères, Elena a programmé un appel vidéo familial pour coordonner la logistique de la célébration. Ce que cela signifiait en réalité, c'était s'assurer que tout le monde avait l'air parfait pour les caméras. Le visage de Victor a rempli l'écran de mon ordinateur portable comme un juge de tribunal. Elena planait derrière lui. Clarissa faisait signe depuis son coin, et Marcus souriait depuis ce qui semblait être son bureau d'angle. Le photographe de Forbes arrive à 18h, a annoncé Victor. Tout le monde devrait être habillé pour 17h30. C'est un événement en tenue de soirée. Je m'attends à ce que vous représentiez tous cette famille de manière appropriée. Son regard s'est posé sur moi. Sabrina, cela signifie toi en particulier. Pas de vêtements de prof. Je sais m'habiller toute seule, père. Vraiment ? Marcus est intervenu. Je peux t'envoyer quelque chose de chez Neiman S. C'est pour moi. Considère ça comme de la charité. Il a ri de sa propre blague. Personne d'autre ne l'a fait. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit à travers mes dents serrées. Victor, a interjeté Elena doucement. Peut-être pourrais-tu donner à Sabrina une allocation vestimentaire, juste cette fois. Nous ne voudrions pas que des photos malheureuses circulent. Non, je l'ai coupé avant que Victor ne puisse répondre. Je gérerai ma propre garde-robe. Merci. Victor a soupiré lourdement, un son qu'il avait perfectionné au cours de décennies de déception. Tu as toujours été têtu, tout comme ta mère. Les mots ont frappé différemment maintenant. Tout comme ta mère. Il l'avait dit 1000 fois auparavant. J'avais toujours supposé que c'était une insulte. La façon de Victor de dire que j'étais difficile, émotive, peu pratique. Mais assise là avec l'enveloppe non ouverte de ma mère qui m'attendait à la maison, j'ai entendu autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma mère. Pas les impressions vagues que je portais habituellement, le parfum de jasmin, la voix douce lisant des histoires avant de dormir. C'était un souvenir net et clair, refaisant surface après des décennies d'enfouissement. J'avais 4 ans. Ma mère et moi étions dans ma chambre,
celle avec les rideaux jaunes qu'elle avait cousus elle-même. Elle me brossait les cheveux, comptant chaque coup comme elle le faisait toujours. 98-99. 100 Voilà, ma belle-fille. Elle a enroulé ses bras autour de moi par derrière, et nous avons regardé notre reflet dans le miroir ensemble. Ses cheveux noirs et mes bruns plus clairs, ses yeux chaleureux et mes yeux bleu-gris. Maman, pourquoi est-ce que je suis différente de papa? Elle s'est figée, juste un instant. Parce que tu me ressembles, ma chérie. Et c'est une bonne chose. Est-ce que papa pense que c'est une bonne chose? Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était féroce. Écoute-moi, Sabrina. Tu es mon plus grand cadeau. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que font les autres, tu es aimée. Tu es désirée. Tu es suffisante. Mais papa. Ton papa apprendra. Elle m'a tenu plus fort. Je m'en assurais. Des pas dans le couloir. Nous avons toutes les deux levé les yeux. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant avec une expression que j'étais trop jeune pour lire. Ma mère a croisé son regard, n'a pas bronché. C'est notre fille, a-t-elle dit. La nôtre. Victor n'a rien dit. Il s'est simplement tourné et est parti. 1 an plus tard, ma mère était morte. Un accident de voiture par une nuit pluvieuse. La police a dit qu'elle avait perdu le contrôle dans un virage. J'avais 5 ans quand ils l'ont enterrée. 27 ans plus tard, je me suis réveillé dans mon appartement de Boston avec des larmes sur le visage, et une réalisation s'installant dans mes os. Ma mère m'avait protégé de quelque chose, et quoi que ce fût, elle l'avait emporté dans sa tombe. Jusqu'à maintenant. Le jour de la célébration de la fête des pères est arrivé avec le genre de temps parfait qui ressemblait à une blague cosmique. Ciel bleu, 22 degrés, pas un nuage en vue. Le domaine Prescott avait été transformé en quelque chose sorti d'un magazine. Des tentes blanches parsemaient la pelouse arrière. Un quartet de jazz jouait sous la pergola. Du personnel en uniforme impeccable circulait avec des plateaux d'argent remplis de champagne et de canapés. Et des fleurs. Des fleurs partout. Roses, pivoines, orchidées. La touche signature d'Elena, conçue pour rappeler à tout le monde que l'élégance pouvait être achetée par camions entiers. Je suis arrivé à 17h30 précise comme indiqué, portant une simple robe noire que j'avais trouvée chez Nordstrom Rack à moins 60%. Ce n'était pas du créateur. Ce n'était pas remarquable, mais elle m'allait bien. Et plus important encore, elle était à moi. Elena m'a intercepté à la porte. Oh, Sabrina. Ses yeux m'ont balayé avec une précision chirurgicale. Tu es venue, finalement. Y avait-il un doute? On ne sait jamais avec toi. Elle a ajusté mon col comme si j'étais une enfant. Au moins, tu as fait un effort. Essaie de rester en arrière-plan pendant les photos, veux-tu? L'éclairage est meilleur pour certains. Tiens. J'ai ravalé une réponse et je suis entré. La grande salle à manger avait été dressée pour 50 invités. La table en acajou, normalement oppressante, s'étirait maintenant sur toute la longueur de la pièce, drapée de lin blanc et ancrée par d'imposants centres de table floraux. Carte de placement en calligraphie, Crystal Waterford à chaque couvert, un piano à queue Steinway dans le coin, attendant l'artiste engagé. Et en bout de table, une chaise semblable à un trône réservé à l'invité d'honneur, Victor Prescott, homme d'affaires de l'année. J'ai trouvé ma carte de placement près de l'extrémité éloignée, entre un cousin éloigné que je connaissais à peine et la chaise vide réservée aux arrivées tardives. Aussi loin de Victor que possible. Certaines choses ne changeaient jamais. À 19h, les 50 sièges étaient occupés. Je reconnaissais la plupart des visages, tantes, oncles, cousins au 2e degré. L'arbre généalogique Prescott était vaste et compliqué, maintenu ensemble moins par affection que par un intérêt partagé pour le succès de Victor. Il venait pour le champagne gratuit et les opportunités de réseautage. L'amour était optionnel. Mélangés parmi eux se trouvaient les associés d'affaires de Victor, des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe de créateur, riant tous un peu trop fort à ses blagues. Et dans le coin, un photographe de Forbes documentant tout pour l'article élogieux qui appellerait sans doute Victor un visionnaire. La soirée a progressé comme une performance soigneusement orchestrée. Apéritif, toast, anecdotes sur les débuts difficiles de Victor, qui omettait commodément l'argent de la famille de ma mère.
Elena jouait l'hôtesse gracieuse, glissant entre les tables avec une aisance exercée. Marcus tenait la cour près du bar. Clarissa posait pour le photographe comme si elle auditionnait pour une couverture de magazine. Et je suis resté assise dans mon coin, ne parlant que lorsqu'on s'adressait à moi. Puis est venu l'événement principal. Victor s'est levé de sa chaise, verre en cristal à la main, et la salle est tombée dans le silence. Il portait un costume Brioni anthracite, une Patek Philippe brillant à son poignet. Ses cheveux argentés étaient immaculés. Son sourire était prêt pour la caméra. « Merci à tous d'être ici », a-t-il commencé, sa voix portant l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Ce prix signifie beaucoup pour moi. Pas à cause de ce qu'il représente professionnellement, mais à cause des personnes qui l'ont rendu possible. Il a fait un geste vers Elena. Ma belle épouse, qui se tient à mes côtés à travers tout. Applaudissements. Mon fils Marcus, qui perpétuera l'héritage Prescott. Plus d'applaudissements. Marcus a levé son verre. Ma fille Clarissa, qui apporte grâce et ambition à tout ce qu'elle fait. Clarissa a rayonné. Elena a tamponné de fausses larmes. Et bien sûr. Victor a fait une pause, son regard balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Je suis fier de tous mes enfants. Une autre pause, plus longue cette fois. Sauf de la rater assise à cette table. Les mots sont tombés comme une bombe. Pendant un battement de cœur, la pièce s'est figée. Puis quelqu'un a ri. Puis un autre. Puis Marcus a applaudi, lentement et délibérément. Il était temps que tu le dises, papa. Elena a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, réprimant un sourire. 50 paires d'yeux se sont tournés vers moi, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très, très calme. Je n'ai pas pleuré. Je sais que c'est ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Sabrina, la sensible. Sabrina, l'émotive. Sabrina, qui s'enfuirait en larmes et prouverait une fois pour toutes qu'elle n'avait pas sa place ici. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce la lettre de ma mère encore non ouverte dans mon sac à main. Peut-être était-ce les mots d'Elena d'il y a des semaines résonnant dans mon crâne, elle partira d'elle-même. Peut-être était-ce 32 ans à ravaler des insultes atteignant enfin une masse critique. Quoi que ce fût, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis levé. Les rires sont morts. La pièce est redevenue silencieuse, cette fois de confusion. Je ne suivais pas le scénario. Lentement, délibérément, j'ai marché vers le bout de la table, mes talons claquant contre le sol en marbre. Le photographe de Forbes a levé son appareil, sentant quelque chose digne d'intérêt. Victor m'a regardé approcher, son sourire vacillant légèrement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'ai retiré une enveloppe blanche, simple, banale, mais lourde de tout ce que j'avais découvert au cours des 2 derniers mois. Je l'ai placée doucement sur son assiette, à côté de son dessert intact. Pour toi, papa. Ma voix était stable, claire. Joyeuse fête des pères. Victor a fixé l'enveloppe comme si elle allait le mordre. Qu'est-ce que c'est? Une de tes cartes sentimentales? Ouvre-la et regarde. Elena s'est penchée en avant. Victor, ne rentre pas dans son jeu. Ouvre-la. Nos yeux se sont croisés. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas détourné le regard en premier. Quelque chose a vacillé sur son visage. Incertitude, peut-être même peur. Mais je ne suis pas resté pour regarder. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. 50 invités se sont écartés pour me laisser passer, trop stupéfaits pour parler. Sabrina. La voix de Victor s'est brisée. Reviens ici. Tu ne me tournes pas le dos. J'ai fait une pause au seuil. Je ne me suis pas retourné. Je viens de le faire. Et puis je suis parti. Laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière. Après cet appel vidéo, celui où Victor m'a dit de ne pas m'habiller comme une prof, j'ai enfin trouvé le courage d'ouvrir l'enveloppe de ma mère. Je me suis assise sur le sol de mon appartement avec la boîte en bois à côté de moi, les mots de Ruth résonnant, pour la vérité. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur se trouvaient 2 documents et une lettre écrite de l'écriture de ma mère. J'ai lu la lettre d'abord. Ma très chère Sabrina. Si tu lis ceci, je ne suis plus là pour te protéger.
Et je suis tellement désolé. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire de mon vivant. Mais j'avais trop peur. Peur de te perdre. Peur de ce que Victor ferait. La vérité est que Victor n'est pas ton père biologique. Avant de le rencontrer, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, un homme nommé James Whitfield. Il était gentil et doux, et il m'aimait complètement. Nous devions nous marier, mais James est mort dans un accident 2 mois avant notre mariage, et j'ai découvert que j'étais enceinte de toi peu après. Ma famille était dévastée. Un enfant hors mariage aurait ruiné notre réputation. Alors quand Victor a fait sa demande, il avait besoin des terres de notre famille pour ses développements. Mes parents ont vu une solution. Victor a accepté de m'épouser et de t'adopter légalement en échange des droits de propriété. C'était une transaction commerciale. Il a promis qu'il te traiterait comme la sienne. Il a menti. J'ai passé chaque jour de notre mariage à le voir te reprocher d'exister. Et je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai essayé, Sabrina. Dieu, j'ai essayé, mais il était trop puissant. Et j'étais trop faible. Je joins ton certificat d'adoption. Preuve que tu n'es pas la fille biologique de Victor. Garde-le en sécurité. Un jour, tu pourrais en avoir besoin. Sache ceci, tu as été créé par amour. Un vrai amour. James t'aurait adoré. Et je t'aime plus que ma propre vie. Tu n'es pas une erreur. Tu es mon miracle. À toi pour toujours, maman. Je suis restée assise là pendant 1 heure, la lettre serrée contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. Pendant 32 ans, j'avais essayé de gagner l'amour d'un homme qui n'avait jamais eu l'intention de me le donner. Et maintenant je comprenais pourquoi. La lettre était une chose. La preuve légale en était une autre. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel Hartley, mon collègue le plus proche à l'école. Nous étions amis depuis 3 ans. Le genre d'amis qui arrive avec du café quand vous corrigez des copies à minuit. Qui écoute sans jugement. Qui ne m'a jamais fait sentir comme une ratée. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit. Et j'ai besoin que tu gardes ça confidentiel. N'importe quoi. J'ai tout expliqué. La lettre de ma mère, le certificat d'adoption, 27 ans de froideur inexpliquée d'un homme que j'avais passé toute ma vie à essayer d'impressionner. Daniel n'a pas hésité. De quoi as-tu besoin? Un test ADN pour le confirmer. Obtenir l'échantillon de Victor a été plus facile que prévu. Lors d'un des dîners du vendredi, il avait laissé sa veste drapée sur une chaise. Avant de partir, j'ai arraché quelques cheveux du col, des mèches avec les follicules encore attachés. Légalement, c'était une zone grise. Éthiquement, je ne m'en souciais plus. Le centre de test était accrédité à ABB, la norme d'or pour les tests de paternité. Résultat en 2 semaines. 14 jours ont semblé durer 14 ans. Quand l'email est finalement arrivé, j'étais assise dans ma classe après les heures de cours, entourée de dissertations d'élèves. Mes mains tremblaient alors que je cliquais pour ouvrir le PDF. Probabilité de paternité, 0,00%. Conclusion, le père présumé est exclu en tant que parent biologique. 0%. Pas un doute, pas une possibilité. 0. Je me suis assise là dans la classe vide, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de ma tête, et j'ai commencé à rire. Toutes ces années, tous ces efforts désespérés, tous ces moments où je pensais, si je fais juste plus d'efforts, il m'aimera enfin. Il n'allait jamais m'aimer. Non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que je n'étais jamais à lui pour être aimé. Daniel m'a trouvé assise là 1 heure plus tard, les résultats du test imprimés et serrés dans mes mains. Ça va, a-t-il demandé doucement. J'ai levé les yeux vers lui avec des yeux humides et le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des semaines. Je vais mieux que je ne l'ai été en 32 ans. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis enfin laissé aller. Je me suis assise sur le sol de ma chambre avec la photographie de ma mère dans les mains, celle de la boîte de Ruth, où Eleanor riait dans une robe d'été, toute sa vie devant elle. Elle ne pouvait pas avoir plus de 23 ans. Tu savais, elle chuchotait à son image. Tu savais qu'il ne m'accepterait jamais, et tu as essayé de me protéger quand même. Pour la première fois, je comprenais la tristesse que j'avais toujours sentie sous ses sourires. La façon dont elle me tenait un peu trop fort, la manière féroce, presque désespérée,
dont elle me disait que j'étais aimé. Elle savait que son temps était compté, et elle essayait de me donner assez d'amour pour durer toute une vie. J'ai pleuré pour elle cette nuit-là. Pour la vie qu'elle aurait dû avoir avec James Whitfield. Pour le mariage dans lequel elle avait été piégée avec un homme qui en voulait à son enfant. Pour l'accident qu'il avait pris trop tôt, me laissant sans défense. Mais quelque part dans le chagrin, autre chose a émergé. La liberté. Pendant 32 ans, j'avais porté le rejet de Victor comme un poids autour de mon cou. J'avais cru que sa froideur était ma faute. Que si j'avais été plus intelligente, plus brillante, plus comme Marcus, peut-être qu'il m'aurait aimé. Mais la vérité était plus simple et plus brutale, je n'allais jamais gagner un jeu auquel je ne savais pas que je jouais. J'ai regardé les papiers d'adoption, les résultats ADN, la lettre de ma mère. Ce n'était pas une vengeance. Je ne voulais pas de l'argent de Victor. Je ne voulais plus de son approbation. Je voulais juste arrêter de faire semblant. Je voulais que la vérité soit dite à voix haute, dans la même pièce où j'avais été humilié pendant des décennies. Et je voulais partir, non pas comme une ratée fuyant dans la honte, mais comme une femme qui connaissait enfin sa propre valeur. Je ne leur dois rien, ai-je dit à la pièce vide. Et pour la première fois, je l'ai cru. Si vous êtes encore là, peut-être savez-vous ce que cela fait. Ce moment où vous réalisez que vous avez chassé l'approbation de quelqu'un toute votre vie, et qu'il n'allait jamais vous la donner. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce qu'ils avaient déjà décidé que vous n'étiez pas digne avant même que vous n'ayez eu une chance de faire vos preuves. Avez-vous déjà eu à poser des limites avec votre famille? Quelqu'un qui vous a fait sentir que vous ne seriez jamais à la hauteur? Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand mon père a ouvert cette enveloppe, continuez à regarder, car son cri a pu être entendu à travers toute la maison. Avant de pouvoir confronter Victor, j'avais besoin d'une dernière pièce de confirmation. Tante Ruth m'a donné un nom, Walter Green. C'était l'avocat qui gérait les affaires de ta mère, a-t-elle expliqué au téléphone. Et les papiers d'adoption. Si quelqu'un peut vérifier ce que ces documents signifient, c'est lui. Walter Green avait 72 ans, retraité depuis 5 ans, vivant dans une maison coloniale modeste à Wellesley. Quand j'ai appelé et expliqué qui j'étais, il est resté silencieux un long moment. La fille d'Eleanor, a-t-il finalement dit, sa voix lourde de quelque chose qui ressemblait à du regret. J'attendais cet appel depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau à domicile, entouré d'étagères de livres juridiques reliés en cuir et de photos encadrées de petits-enfants. Il bougeait lentement, mais son esprit était vif. Je lui ai montré le certificat d'adoption, les résultats ADN, la lettre de ma mère. Il a lu chaque document soigneusement, puis a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Tout est légitime, a-t-il dit. J'ai rédigé cet accord d'adoption moi-même il y a 32 ans. Victor l'a signé dans mon bureau. Donc, il savait depuis le tout début. Il savait avant le mariage. La voix de Walter était amère. Ta mère a été franche à propos de sa grossesse. Elle a proposé de le libérer des fiançailles, mais Victor a vu une opportunité. Les terres de sa famille valaient des millions. Il a accepté de t'adopter en échange des droits de propriété, et à la condition qu'il t'élèverait comme la sienne. Walter a secoué la tête. Mais j'ai observé au fil des ans. J'ai vu comment il te traitait lors des événements familiaux, comment ta mère m'appelait en pleurant, demandant s'il y avait un recours légal. Elle était piégée. Nous l'étions tous les deux. J'ai laissé ça pénétrer. Seriez-vous prêt à confirmer cela si jamais on en arrivait là? Walter a croisé mon regard. J'ai 72 ans, mademoiselle Prescott. Je n'ai plus peur de Victor. J'aurais dû parler il y a des décennies. Il a tendu la main à travers le bureau et a serré la mienne. Ta mère serait si fière de toi. La semaine avant la fête des pères, Daniel est venu m'aider à me préparer. Pas à préparer une vengeance. Je veux être clair à ce sujet. Je ne planifiais pas une destruction élaborée. Je n'essayais pas de détruire l'entreprise de Victor, ou de voler son argent, ou de ruiner sa famille. Je voulais juste arrêter de mentir. Alors, c'est quoi le plan? A demandé Daniel, étalant des documents sur ma table de cuisine. J'ai regardé les preuves, les résultats ADN, une copie du certificat d'adoption, et une lettre que j'avais écrite moi-même. Courte, directe, pas d'accusation, juste des faits. Papa.
Je ne suis pas ta fille biologique. Tu le sais depuis avant ma naissance. La lettre de maman explique tout et le test ADN le confirme. Merci d'avoir fourni un toit au-dessus de ma tête pendant 18 ans. Mais je ne te dois aucune gratitude pour m'avoir traité comme un fardeau que je n'ai jamais demandé à être. Je ne cherche pas ton argent ou ton héritage. Je renonce à toute prétention sur le domaine Prescott. Je voulais juste que tu saches que je sais, et que j'ai fini de faire semblant. Sabrina. Daniel a lu la lettre 2 fois. C'est tout? Pas de « tu es un monstre ». Pas de « va en enfer ». Ce n'est pas qui je veux être. Mais après tout ce qu'il a fait. Exactement. J'ai repris la lettre, la pliant soigneusement. Il a passé 32 ans à essayer de me faire sentir petite. Si je m'abaisse à son niveau, il gagne. Mais si je pars avec ma dignité intacte, connaissant la vérité, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais m'enlever. Daniel est resté silencieux un moment. Puis il a souri, doucement et tristement. Tu sais qu'ils ne te pardonneront jamais pour ça. Ils ne m'ont jamais pardonné d'être né. J'ai glissé les documents dans une enveloppe blanche. Au moins maintenant, ils auront une vraie raison. J'ai scellé l'enveloppe et écrit sur le devant, pour papa. Pas d'adresse de retour. Pas de place pour la réconciliation. Juste la vérité enfin dite. La nuit avant la fête, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, passant en revue chaque scénario possible. Victor ouvrant l'enveloppe en privé. Victor l'ouvrant publiquement. Victor la jetant sans la lire. Mais je revenais toujours à la même conclusion, peu importait ce qu'il faisait. Ma paix ne dépendait plus de sa réaction. Je me suis levé et j'ai marché vers ma commode où la photo de ma mère reposait à côté d'un petit vase de jasmin, sa fleur préférée. J'avais commencé à en acheter chaque semaine, un rituel qui me faisait me sentir proche d'elle. Et, maman, ai-je chuchoté à la photo. C'est demain le grand jour. Silence, évidemment, mais je pouvais presque entendre sa voix, la façon dont elle me parlait avant de dormir. Tu es suffisante, ma chérie. Exactement telle que tu es. J'ai pensé à ce qu'elle avait sacrifié. Épouser un homme qu'elle n'aimait pas pour protéger son enfant. Passer des années dans un mariage froid, regardant impuissante Victor diriger son ressentiment vers une fille innocente. Mourir avant de pouvoir voir sa fille grandir. Elle méritait mieux que Victor Prescott, et moi aussi. J'ai pris l'enveloppe sur ma table de nuit, sentant son poids dans mes mains. S'il est cruel demain, et il le sera probablement, ça ne me fera plus mal, ai-je dit à voix haute. Parce que je connais la vérité maintenant. Je sais qui je suis, et ça n'a rien à voir avec lui. Le jasmin se balançait doucement dans la brise venant de ma fenêtre ouverte. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main, je suis retourné au lit, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément et sans rêve. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Prête. Pas pour la bataille, pas pour la vengeance. Juste prête à être enfin libre. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la salle à manger, au moment après que je sois sorti. Victor restait figé en bout de table, l'enveloppe blanche posée sur son assiette comme un défi. C'était quoi ce bordel? Marcus a ri nerveusement, essayant de briser la tension. Du Sabrina tout craché, toujours si dramatique. Mais Victor ne riait pas. Sa main s'est tendue vers l'enveloppe lentement, presque à contre-cœur. Elena s'est penchée par-dessus son épaule, la curiosité l'emportant sur son calme habituel. Ce n'est probablement rien, a-t-elle dit. Une note de remerciement passive-agressive. Victor a déchiré l'enveloppe. La première page a glissé. Les résultats du test ADN. Ses yeux ont scanné le document, et un cousin qui était assis à proximité m'a dit que toute couleur a quitté son visage en environ 3 secondes. Victor? La voix d'Elena s'est aiguisée. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas répondu. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait le deuxième document, le certificat d'adoption, sa propre signature datée d'il y a 32 ans. Victor. Le troisième document était ma lettre. Il l'a lu en silence, sa mâchoire se serrant plus fort à chaque ligne. Et puis, selon mon cousin, Victor Prescott, le patriarche inébranlable, le milliardaire self-made, l'homme qui n'avait jamais montré une once de vulnérabilité de toute sa vie, a hurlé. Non.
Non. Non. Le verre de Château Margaux s'est brisé contre la table. Le vin rouge s'est étendu sur le lin blanc comme du sang. Victor, qu'est-ce qui se passe? Elena a arraché les papiers de ses mains, ses yeux parcourant le texte. Résultat ADN. Probabilité de paternité 0%. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était assez forte pour que les gens les plus proches entendent chaque mot. Et dans une pièce pleine de commères, c'était tout ce qu'il fallait. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Test ADN? 0%. Sabrina n'est pas sa fille. Victor agrippait le bord de la table comme un homme qui se noie, marmonnant « ça ne peut pas être vrai » encore et encore. Le photographe de Forbes capturait tout. Et quelque part sur le parking, je montais dans ma Honda Civic, les mains stables sur le volant, le cœur battant avec quelque chose qui n'était pas tout à fait du triomphe. C'était du soulagement. Elena, malgré toute sa ruse, a commis une erreur fatale à ce moment-là. Elle a paniqué à voix haute. Certificat d'adoption? Elle fixait toujours les papiers, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Victor, tu as adopté Sabrina? Elle n'est pas ton enfant biologique? 50 invités ont entendu chaque mot. Au crédit d'Elena, elle a réalisé son erreur presque immédiatement, mais c'était trop tard. L'information se propageait déjà dans la pièce comme une traînée de poudre. Elle a dit que Sabrina n'est pas sa fille. Il l'a adoptée, mais il la traite comme une ordure depuis des années. Si elle n'est même pas sa gosse, pourquoi était-il si cruel? Victor a finalement retrouvé sa voix. Tout le monde, c'est une affaire de famille privée. Privée? Tante Margaret, la sœur aînée de mon père, une femme formidable de 70 ans qui n'avait jamais aimé Elena, s'est levée de son siège. Tu viens de traiter cette fille de ratée devant tout le monde. Maintenant on découvre qu'elle n'est même pas ta fille, et c'est les privés? Margaret, assieds-toi. Je ne m'assiérai pas. La voix de Margaret aurait pu couper du verre. Eleanor était comme une fille pour moi. J'ai vu comment tu as traité son enfant après sa mort. Nous l'avons tous vu. Nous n'avions juste pas la preuve que c'était délibéré. La salle a explosé. Les cousins chuchotaient furieusement. Les associés d'affaires échangeaient des regards inconfortables. Le photographe de Forbes, j'ai appris plus tard, envoyait frénétiquement des textos à son éditeur. Victor. Un de ses partenaires commerciaux, un homme nommé Howard Chen, s'est levé avec un inconfort visible. Je pense que peut-être nous devrions. Je devrais y aller. Howard, ne sois pas ridicule. Je suis venu ici pour célébrer ton prix, pas pour être témoin d'eux. Il a fait un geste vague vers le chaos. Quoi que ce soit. Je t'appellerai la semaine prochaine. Il est parti. Deux autres associés ont suivi. Marcus était debout, essayant de contrôler les dégâts. Tout le monde, s'il vous plaît. Mon père est clairement bouleversé. Prenons juste une respiration. Marcus. La voix d'Elena était glaciale. Pas maintenant. Mais Marcus continuait de parler, et Elena continuait de claquer, et Victor continuait de serrer les papiers d'adoption comme s'ils pouvaient s'enflammer s'il les tenait assez fort. Pendant ce temps, la vérité continuait de se répandre, et il n'y avait rien qu'aucun d'eux ne puisse faire pour l'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai reconstitué plus tard à partir du récit de tante Margaret. La salle avait sombré dans le chaos, un chaos contrôlé, le genre qui arrive lors de rassemblements riches où personne n'élève la voix, mais où tout le monde est absolument furieux. Margaret se tenait au centre de tout cela, commandant l'attention comme seule une matriarche Prescott de 73 ans le pouvait. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien, sa voix a coupé à travers les murmures. Victor, tu as épousé Eleanor sachant qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu as légalement adopté Sabrina, et ensuite tu as passé 30 ans à punir cette petite fille pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Margaret, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Elle a fait un pas vers lui. J'étais à ton mariage. J'ai vu le visage d'Eleanor quand elle a prononcé ses vœux. Elle n'était pas amoureuse de toi, Victor. Elle était terrifiée. Et maintenant je comprends pourquoi. Un autre cousin est intervenu, Robert, qui avait toujours semblé vénérer Victor. Est-ce vrai? Tu savais depuis le début? Ce ne sont pas vos affaires.
C'est devenu nos affaires quand tu as fait ton annonce. La voix de Robert était froide. Nous avons tous ri. J'ai ri d'une femme qui n'a jamais rien fait pour le mériter. L'ambiance dans la pièce avait changé de manière palpable. Ce n'étaient pas des étrangers accusant Victor. C'était la famille. Des gens qui avaient été témoins d'années de cruauté subtile et l'avaient rationalisé. Des gens qui réalisaient maintenant qu'ils avaient été complices. Tu nous as tous fait participer à ta vendetta, a continué Margaret. Chaque blague aux dépens de Sabrina, chaque commentaire dédaigneux. Tu voulais que nous la méprisions, et nous l'avons fait, parce que nous te faisions confiance. Le visage de Victor était passé de pâle à rouge tacheté. J'ai tout donné à cette fille. Tout, sauf la décence humaine la plus basique. Le silence qui a suivi était assourdissant. Et quelque part à l'autre bout de la ville, je me garais sur le parking de mon appartement, enfin capable de respirer. Selon Margaret, les moments les plus dévastateurs sont venus des propres enfants de Victor. Marcus a été le premier à craquer. Il faisait les 100 pas derrière son père, essayant de gérer la situation, quand tout le poids de la révélation l'a finalement frappé. Il s'est arrêté net, fixant les papiers d'adoption toujours serrés dans la main de Victor. Attends. Sa voix était étrange, creuse. Attends. Marcus. Victor a tendu la main vers lui. Tu savais. Marcus a reculé. Toute ma vie, tu m'as dit que Sabrina était une déception. Qu'elle n'était pas à la hauteur du nom Prescott. Que je devais travailler plus dur parce qu'elle nous tirait vers le bas. Fils. Mais elle n'a jamais été une Prescott. La voix de Marcus s'est brisée. C'était juste une gosse que tu as accepté d'élever pour une affaire foncière, et tu m'as fait la détester pour ça. Je ne t'ai pas forcé. Tu l'as fait. Le calme de Marcus s'est finalement brisé. Chaque fois que je me moquais d'elle, tu riais. Chaque fois que je l'excluais, tu approuvais. Je pensais être un bon fils, mais j'étais juste. J'étais juste une arme. Clarissa pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues soigneusement contourées. Maman. Elle s'est tournée vers Elena. Savais-tu pour ça? Le silence d'Elena était une réponse suffisante. Tu m'as dit que Sabrina était jalouse de nous. Qu'elle me détestait parce que j'avais ce qu'elle voulait. Mais elle n'a jamais rien voulu, sauf. La voix de Clarissa s'est brisée. Sauf faire partie de la famille. Clarissa, chérie, c'est plus compliqué que. Non, ça ne l'est pas. Clarissa s'est éloignée de la main tendue d'Elena. Ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Vous êtes des gens horribles, et vous m'avez élevé pour être horrible aussi. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Où vas-tu? A appelé Elena après elle. Trouver ma sœur. La porte a claqué derrière elle, laissant un silence si complet qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les coupes de champagne abandonnées. Mais Margaret n'avait pas fini. J'ai appris plus tard qu'elle attendait ce moment depuis des décennies, non par malveillance, mais par une culpabilité qui ne s'était jamais tout à fait estompée. Elle avait connu Eleanor, l'avait aimée comme une sœur, et elle avait regardé, impuissante, Victor écraser lentement la lumière en elle. Plus qu'on dévoile les secrets de famille, a dit Margaret, sa voix portant à travers la pièce dévastée. Laissez-moi en ajouter un de plus. La tête de Victor s'est relevée brusquement. Margaret, ne fais pas ça. Eleanor n'est pas morte dans un accident. La pièce est devenue complètement immobile. Elle a perdu le contrôle de sa voiture par une nuit pluvieuse. C'est vrai. Mais savez-vous pourquoi elle conduisait à minuit dans une tempête? Victor, pas de réponse. Parce que tu lui as dit que tu allais envoyer Sabrina en pensionnat. Tu as dit que tu ne supportais plus de regarder l'enfant d'un autre homme. Des halètements ont parcouru la salle. Eleanor conduisait chez sa sœur, chez Ruth, pour la supplier de prendre Sabrina. Elle allait te quitter. Enfin, après des années de menaces et de manipulations, elle en avait assez. Tu ne sais pas ça. Je le sais parce qu'elle m'a appelé cette nuit-là. La voix de Margaret tremblait. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle a dit, Margaret, il va emmener mon bébé. Je ne peux pas le laisser faire. Je préférerais mourir plutôt que de le laisser la blesser encore. La pièce était figée. Et puis sa voiture a quitté la route.
Margaret a essuyé ses yeux. Elle n'a pas perdu le contrôle, Victor. Elle a perdu espoir. Victor avait l'air d'avoir été frappé. Eleanor a passé 8 ans dans un mariage sans amour pour protéger une fille dont tu n'as jamais voulu. Elle avait 29 ans quand elle est morte, et les derniers mots qu'elle ait jamais dit à quiconque concernaient la sécurité de Sabrina. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Margaret s'est élevée pour la première fois. Tu veux parler de justice? Cette petite fille a grandi sans mère dans une maison pleine de gens qui en voulaient à son existence. Tu n'as pas le droit de parler de justice. Victor a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, Victor Prescott n'avait rien à dire. Les conséquences de la révélation de Margaret ont été sans précédent pour la famille Prescott. Marcus, qui avait passé toute sa vie à se modeler sur Victor, ressemblait à un homme regardant son identité s'effondrer. Il s'est affaissé dans une chaise, la tête dans ses mains. Je l'ai traité de cas social, les mots sont sortis brisés, à peine audibles. À Thanksgiving il y a 3 ans, devant tout le monde. J'ai dit, au moins, on sait qu'une personne à cette table n'a pas mérité sa place ici. Tout le monde a ri. Sabrina a juste souri comme si elle y était habituée. Il a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Elle y était habituée parce que je le faisais tout le temps. Parce que vous m'avez fait penser que c'était normal. Victor n'a rien dit. J'ai 35 ans. La voix de Marcus s'est brisée. Et j'ai été une brute toute ma vie d'adulte. Envers ma propre sœur, qui n'était même pas techniquement ma sœur, qui ne m'a jamais rien fait à part exister. Marcus, tu ne pouvais pas savoir. Je ne voulais pas savoir. Il s'est levé brusquement, la chaise raclant contre le sol en marbre. Je n'ai pas posé de questions parce que les réponses auraient pu me mettre mal à l'aise. Ce n'est pas de l'ignorance, papa. C'est de la lâcheté. Il s'est tourné vers Elena, qui était restée figée. Son calme parfait s'est finalement fissuré. Et toi? Tu as orchestré ça. Tu m'as dit que Sabrina était inférieure à nous. Tu m'as coaché sur exactement quoi dire pour la faire se sentir petite. Je protégeais cette famille. Tu protégeais ton héritage. Le dégoût de Marcus était palpable. Ça n'a jamais été une question de famille. C'était une question d'argent. Ça a toujours été une question d'argent avec toi. Il a regardé son père une dernière fois. Je ne sais plus qui je suis, mais je sais que je ne veux pas être toi. Marcus est sorti de la salle à manger sans un autre mot, et Victor, pour la première fois de mémoire d'homme, a semblé vraiment seul. Victor a fait une dernière tentative pour sauver la soirée. Il a ajusté sa veste Brioni, lissé ses cheveux argentés, invoqué la présence imposante qui avait construit un empire immobilier et intimidé des conseils d'administration pendant 40 ans. Tout le monde. Sa voix était ferme, contrôlée. C'est une affaire de famille. J'apprécie votre inquiétude, mais je dois vous demander de respecter notre vie privée. Terminons la soirée ici, et je répondrai à ces allégations de manière appropriée. Personne n'a bougé. J'ai dit, la soirée est terminée. Victor. C'était la voix de Howard Chen venant du haut-parleur que son assistant avait laissé sur la table. Il avait dû écouter depuis sa voiture. Je me retire du projet Méridian. Mes avocats contacteront les tiens lundi matin. Howard, sois raisonnable. Je viens de te voir traiter ta propre fille, adoptée ou non, de rater devant 50 personnes. Puis j'ai appris que tu l'abuses psychologiquement depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'exactement raisonnable à continuer de faire des affaires avec toi? La ligne a coupé. Avant que Victor ne puisse répondre, 2 autres téléphones ont vibré. SMS, email. Les dominos tombaient. Monsieur Prescott. Le photographe de Forbes s'est avancé, visiblement mal à l'aise. Je pense que vous devriez savoir. Mon éditeur vient de me demander de réorienter l'article. Nous vous contacterons pour un commentaire avant publication. Le visage de Victor est devenu gris. Sortez. Sa voix était à peine un murmure. Vous tous, sortez de ma maison. Lentement, les invités ont commencé à se disperser, non pas avec l'air satisfait de gens qui avaient assisté à une fête, mais avec les expressions choquées de témoins d'une catastrophe. Margaret s'est attardée à la porte. Elle a regardé Victor une dernière fois. Eleanor méritait mieux,
a-t-elle dit doucement. Et Sabrina aussi. Puis elle est partie. Et Victor Prescott s'est tenu seul dans sa salle à manger ruinée, entouré de verres brisés, de vin renversé, et des débris d'une réputation bâtie sur des mensonges. Vous savez, assise ici maintenant, je réalise quelque chose d'important. Je n'ai pas détruit mon père. Je n'ai pas fait tomber son empire, ni volé son argent, ni ruiné son mariage. J'ai juste dit la vérité. La vérité a une drôle de façon de faire le reste. Si vous avez déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre maintenir la paix et parler, je vous vois. Je sais à quel point ce choix est difficile. Et je sais que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement d'arrêter de faire semblant. Que s'est-il passé après cette nuit-là? Ai-je revu Victor? Ai-je pardonné à Elena? Restez avec moi. Nous sommes presque à la fin. Pendant que le domaine Prescott implosait, je suis rentré chez moi en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bourdonnement du moteur et le rythme régulier de ma respiration. Je suis entré dans mon complexe d'appartements, un bâtiment modeste à Somerville. Rien de chic, mais à moi. Et je suis resté assise sur le parking pendant un long moment. Mon téléphone a vibré. Texto de Victor, comment oses-tu? Appelle-moi immédiatement. Texto de Marcus, Sabrina, s'il te plaît, on doit parler. Texto d'Elena, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es contente. Et enfin, un texto de tante Ruth, Margaret m'a appelé. Elle m'a tout raconté. Je suis si fier de toi, ma chérie. J'ai supprimé les 3 premiers messages sans répondre. Mais celui de Ruth, je l'ai gardé. À l'intérieur de mon appartement, je suis allé directement à ma commode et j'ai pris la photo de ma mère. C'est fini, maman. Ma voix est sortie plus stable que je ne l'espérais. Je suis libre. Je savais qu'il y aurait des retombées. Complications juridiques, peut-être. Appel téléphonique en colère, certainement. Les Prescott n'étaient pas du genre à accepter l'humiliation tranquillement. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro de Victor. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis le numéro de Marcus. Messagerie. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu à celui-là. Sabrina. C'était Clarissa. Sa voix épaisse de larmes. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais je devais juste. Je devais dire que je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone pressé contre mon oreille. Où es-tu? Dans ma voiture. Devant ton immeuble. Une pause. Je sais que tu as besoin d'espace. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais s'il y a jamais une chance. Si tu es jamais prête à parler. J'ai regardé par ma fenêtre. Effectivement, une BMW blanche était garée de l'autre côté de la rue. Monte, Clarissa. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Une semaine plus tard, les conséquences sont devenues concrètes. L'article de Forbes n'a jamais mentionné le prix de Victor. Au lieu de cela, ils ont publié un article intitulé « L'image soigneusement construite de la famille Prescott vole en éclats lors de la célébration de la fête des pères ». Les détails étaient accablants mais exacts, l'humiliation publique, la révélation ADN, l'exode subséquent des partenaires commerciaux. Howard Chen s'est officiellement retiré du projet Méridien, un développement de 70 millions de dollars qui avait été le joyau de la couronne de Victor. 2 autres partenaires ont suivi en quelques jours, citant des inquiétudes concernant la direction de l'entreprise. Elena a déposé une demande de séparation légale. Non pas parce qu'elle avait soudainement développé une conscience, mais parce que, comme Marcus l'a amèrement expliqué, elle savait que l'argent était sur le point de se tarir et voulait sécuriser ça par avant que les choses n'empirent. Marcus a démissionné de son poste de directeur des opérations de Prescott Holdings. Sa lettre de démission, qui a d'une manière ou d'une autre fuité dans le Boston Business Journal, contenait une seule phrase, « J'ai besoin d'apprendre qui je suis quand je n'essaie pas d'être mon père. » Et moi? Je suis retourné au travail. J'ai corrigé des copies. J'ai coaché des élèves pour leurs inscriptions à l'université. J'ai déjeuné avec Daniel dans la salle des profs et parlé de tout sauf du drame familial Prescott.
Mais les choses avaient changé. Mon cousin Robert, celui qui avait ri à la blague de Raté et de Victor, m'a envoyé des fleurs avec une carte qui disait simplement « Je suis désolé ». Tante Margaret appelait tous les quelques jours pour prendre de mes nouvelles, partageant des mises à jour que je n'avais pas demandées mais que j'appréciais quand même. Et Clarissa. Clarissa appelait chaque jour. « On peut prendre un café ?» a-t-elle demandé le 7e jour. « Pas dans un restaurant appartenant à ta famille. Il y a un dîner près de ton appartement. Rien de chic, juste du café. » J'ai hésité. Une semaine plus tôt, j'aurais dit non, mais quelque chose avait changé en moi aussi. Je n'étais plus la femme qui tressaillait au jugement des Prescott. D'accord, ai-je dit. Mais c'est moi qui invite. Marché conclu. Ce n'était pas une réconciliation. Pas encore. Mais c'était quelque chose de nouveau. Le dîner que Clarissa a choisi était exactement ce qu'elle avait promis. Rien de chic. Table en formica, banquette en vinyle, une serveuse qui appelait tout le monde chéri et remplissait le café sans qu'on le lui demande. Le genre d'endroit où Elena ne mettrait jamais les pieds, ce qui est probablement pourquoi Clarissa l'a choisi. Elle était déjà là quand je suis arrivé, voûtée sur une tasse de café noir comme si c'était une bouée de sauvetage. Sans son armure habituelle de créateur, les sacs Hermès, le maquillage parfait, elle semblait plus jeune, plus petite. Et, ai-je dit, me glissant dans la banquette en face d'elle. Et elle ne pouvait pas croiser mon regard. Merci d'être venu. Nous sommes restés assis en silence un moment, le cliquetis de la vaisselle et le murmure des autres conversations remplissant l'espace. Finalement, Clarissa a parlé. J'ai repassé chaque conversation que nous avons eue. Chaque fois que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Chaque fois que je me suis comparé à toi et que je me suis assuré que tu savais que je pensais gagner. Clarissa. Non, laisse-moi finir. Elle a levé les yeux rouges. J'avais 27 ans avant de réaliser que je n'avais jamais vraiment eu de relation avec ma propre sœur. J'avais juste une compétition, et je ne savais même pas pourquoi je concourais. Moi non plus, ai-je admis. Je pensais que si j'essayais assez fort, je ferais finalement partie de la famille. Tu as toujours fait partie de la famille. Nous étions justes. Elle a avalé difficilement. Nous étions trop occupés à jouer la comédie pour le remarquer. J'ai remué mon café, assimilant. Est-ce qu'on peut recommencer, a demandé Clarissa, sa voix petite. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu ne me feras peut-être jamais confiance, mais est-ce qu'on peut essayer? J'ai pensé à ma mère, à la famille qu'on choisit, à la différence entre le sang et l'appartenance. On ne peut pas effacer 27 ans de dégâts avec un café, ai-je dit finalement. Mais on peut commencer quelque part. Clarissa a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une porte entr'ouverte. Et parfois, c'est suffisant. Un mois après le désastre de la fête des pères, j'ai conduit jusqu'à un cimetière dans le Vermont. Tante Ruth est venue avec moi. Nous avons marché ensemble à travers des rangées de pierres tombales en granit jusqu'à ce que nous atteignions une stèle modeste sous un vieux chêne. La pierre disait « Eleanor Grace Manning, mère et sœur bien-aimée, 1969 à 2002. Tu es suffisante, exactement telle que tu es. » J'avais choisi cette inscription moi-même quand j'étais assez grande pour avoir une opinion. À l'époque, je ne savais pas pourquoi ces mots semblaient si importants. Maintenant, je comprenais. Je me suis agenouillé dans l'herbe humide et j'ai placé un bouquet de tournesol contre la pierre. Ses préférés, m'avait dit Ruth il y a des années. Et, maman. Ma voix était à peine au-dessus d'un murmure. J'ai trouvé ta lettre. Je sais tout maintenant. Le vent d'automne bruissait à travers les feuilles de chêne au-dessus de nous. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner l'amour d'un homme qui n'allait jamais me le donner. Mais tu le savais, n'est-ce pas? Tu as essayé de me protéger, et tu me protèges encore maintenant. Ruth a posé une main sur mon épaule, stable et chaude. Je ne suis pas une Prescott, ai-je continué. Je ne l'ai jamais été. Mais je suis ta fille, la fille d'Eleanor Manning, et c'est plus que suffisant. Je me suis levé, brossant l'herbe de mes genoux. Je vais aller bien, maman. Pour la première fois de ma vie, je le crois vraiment. Nous sommes restés un moment de plus,
Ruth partageant des histoires sur Eleanor jeune femme, son rire, son obstination, son amour féroce pour les livres et les fleurs, et la fille qu'elle avait à peine pu élever. Quand nous avons finalement marché vers la voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. La paix. Pas l'absence de douleur, la douleur était toujours là et le serait peut-être toujours, mais en dessous, maintenant, une fondation solide de vérité. Je savais qui j'étais. Je savais d'où je venais. Et je savais enfin, complètement, que ma valeur n'avait jamais dépendu de l'approbation de Victor Prescott. Ça va, a demandé Ruth alors que nous sortions du cimetière. Je lui ai souri, le premier vrai sourire depuis longtemps. Ouais, ai-je dit. Je pense que ça va enfin. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez travaillé jusqu'à l'épuisement pour essayer de gagner un amour qui n'a jamais été sur la table, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Et parfois, partir est juste le premier pas vers le fait d'aller vers soi-même. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît cliquez sur j'aime et abonnez-vous, et vérifiez la description ci-dessous pour plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires de personnes qui ont trouvé leur voie quand elles pensaient l'avoir perdue pour toujours. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, et rappelez-vous, vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes.